Afrique noire, amour et mariage en musique dans l'Afrique initiale avec Dominique Zan. Dans la série de micro-analyses que nous allons suivre sur les significations symboliques, métaphysiques, sociologiques et matérielles du mariage et de l'amour dans l'Afrique initiale, le savant et anthropologue Dominique Zan vise à caractériser l'histoire des peuples africains, ou mieux, leur mode d'être historique, leur façon de vivre, de faire, de raconter leur histoire. Au moment où s'affirme et se diffuse un nouveau mode d'être historique et une nouvelle conscience historique. D'après le dispositif symbolique du mariage et de l'amour dans l'Afrique initiale, l'amour se situe du côté du silence, du côté de la nuit, et le mariage du côté du jour, de la parole. Afrique initiale, instrumentorium ou la représentation des instruments dans l'amour et le mariage. Dominique Zan. Des instruments de musique, on pourrait dire que d'une certaine manière, ils réalisent par leur sonorité, par l'exercice qu'on fait d'eux, ils réalisent une sorte d'union de la masculinité et de la féminité. Bien entendu, il y a des instruments de musique qui sont nettement masculins, comme par exemple le rhombe, comme par exemple tous les tambours. Mais il y a aussi des instruments féminins ou des instruments qui relèvent de l'androgénéité, dans lesquels s'inscrit ou dans les notes desquelles s'inscrit et la masculinité et la féminité, comme par exemple la harpe-luth. Des instruments féminins, il y a aussi des instruments des tambours féminins, qui sont des tambours d'eau, par exemple, et jouer des instruments musicaux. C'est refaire cette union de la masculinité et de la féminité primordiale, car l'homme primordial était un être androgyne. Ce n'est que par la suite que l'homme et la femme sont séparés, la masculinité et la féminité sont trouvées séparées. Pas pour le bien de la société, disent les Bambara, car la société pour eux est quelque chose qui n'est pas tout à fait parfait. Ils comparent souvent la société à une tête d'ail, dans laquelle les différentes gousses restent toutes unies entre elles pour former une tête d'ail. Mais quand on essaie de couper, de défaire cette gousse et de la mettre en morceaux ou de l'écraser, on sent qu'elles sont mauvaises. Et ils disent la même chose de la société. La société est bonne, mais elle est comme une gousse d'ail. Dès qu'on entre dans les détails dans une société, c'est quelque chose d'insalubre. Dans ce chant, deux jeunes filles adirines dans le sud-est éthiopien s'adressent à une future mariée.
le sens de l'amour et du mariage dans l'Afrique initiale. Dominique Zan. Ce qu'il me semble qu'il faut absolument distinguer quand il s'agit surtout des Africains, parce que chez nous c'est un peu différent, c'est lorsqu'on parle d'amour et de mariage. C'est que l'amour en Afrique est une chose, je dirais, tout à fait personnelle. Un sentiment sur lequel la société n'a pratiquement pas d'emprise. Tandis que le mariage, c'est une institution sociale. Et parce que c'est une institution, la société a un droit de regard. Et ceci est profondément vrai dans toutes les parties de l'Afrique que je connais et j'en ai parcouru pas mal. En Afrique, les couples sont formés non pas en vertu de ce sentiment que nous appelons l'amour. L'amour est quelque chose qui intervient tacitement et qui est, je dirais même, très très subtil. C'est quelque chose de très subtil que nous, surtout nous autres blancs, nous ne voyons pas. Je n'ai jamais vu en Afrique deux Africains s'embrasser. Jamais. Se toucher tendrement, je ne l'ai jamais vu. Par contre, j'ai vu des gens mariés. Donc vous voyez que cette différence est importante et il faut la faire. L'amour est vraiment du côté du silence et du côté de, je dirais, de la nuit, de l'obscurité, de ce qui fait que les choses deviennent invisibles. Anjarabi bana menye dogotora mapurado yanda gele mama Afrique initiale, présence et fonction de la littérature amoureuse dans les unions africaines. Dominique Zan. Il existe effectivement toute une littérature amoureuse. Mais je me suis toujours posé la question, chaque fois que j'ai rencontré cet aspect du problème, je me suis toujours posé la question si ces chants d'amour, s'ils sont vraiment destinés à favoriser l'amour ou bien s'ils sont destinés plutôt à révéler et à réveiller tout ce qui est aspect physique, corporel de la jeune fille et non pas à susciter l'affection proprement dite. Parce que lorsqu'on parle de la beauté d'une jeune fille en Afrique, vous savez que très souvent on la compare au monde animalier ou à des attitudes des animaux. Ce langage amoureux n'est pas le même, n'a pas la même consistance, si vous voulez, quand il s'agit de la jeune fille qui parle du jeune homme ou du jeune homme qui parle de la jeune fille. Comme si il y avait une sorte de pudicité profonde de la part de la jeune fille ou de la femme d'exprimer ses sentiments amoureux relatifs à la beauté du jeune homme, alors que l'homme l'exprime beaucoup plus facilement, sans difficulté. Aluma ya rabilo jamogoni numa ya rabi siti ya songlo nalutunya ya rabilo moti dengo si ya rabi nalutunya ya rabilo moti dengo si ya rabi bana menye metisanu mapuralo yanda gele mamba yangara menye dokotoro mabasilo yanda gele mamba. Ancienne et belle version du chant d'amour mandingue de Fanta Damba Diarabi.
Afrique initiale, considération sur la virginité de la femme et son intérêt pour le mariage. Dominique Zan. On considère que la non-virginité pourrait causer des dommages graves et importants à la société elle-même. Cet engouement pour la virginité est en quelque sorte provoqué par le fait que la femme vierge représente la terre qui doit être labourée. Et si elle a été déjà labourée, entre guillemets, eh bien, elle sera inféconde, le mariage sera infécond. Et je dois dire que cet engouement pour la virginité est très prisé dans toutes les sociétés agricoles, aussi bien de l'Ouest africain que en Afrique du Sud. Un chant Sosa d'Afrique du Sud qui s'adresse à une prostituée. Stratégie de contournement de la virginité dans le mariage dans l'Afrique initiale. Dominique Zan. La jeune fille qui arrivait au mariage et qui n'était plus vierge utilisait toutes sortes de subterfuges pour faire croire au mari et aux autres, puisque la virginité devait être prouvée par les taches de sang sur le drap blanc qui était mis sous les deux partenaires. Donc, elles utilisaient toutes sortes de subterfuges. Donc, on utilisait des substances astringentes pour provoquer le rétrécissement de la vulve et de l'orifice vaginal. Et à ce moment-là, évidemment, le mari pouvait croire que c'était lui le premier, mais il y avait la tache de sang à provoquer. Et ceci était fait par les matrones qui utilisaient une tête de poulet fraîchement coupée et qui mettaient le sang sur le drap blanc qui se trouvait sous les deux mariés. Chant de mariage des femmes fang du Gabon, enregistré par Sylvie Le Beaumain. Le mariage dans l'Afrique initiale. L'ordre des causes, l'ordre des raisons. Dominique Zan. Le mariage africain, il faut le considérer, il faut l'envisager comme un processus qui se fait par étapes. Ce n'est pas comme dans notre société, quand on va à la mairie ou à l'église et on dit oui, on est marié. Non, c'est pas comme cela. En Afrique, le mariage commence par la promission qui est faite à un homme. Et puis ensuite, il est réalisé aussi par d'autres étapes intermédiaires, chaque fois par exemple que le jeune homme va travailler dans les champs ou dans les cultures de ses futurs beaux-parents. Et puis ensuite, quand la jeune fille est amenée effectivement dans la maison où doit se passer l'union. Et puis ensuite, une autre étape, la naissance du premier enfant, qui en général est l'étape finale. C'est elle qui consacre, pour ainsi dire, le processus
et termine le processus du mariage. Représentation sociologique, matérielle et mythologique de la dot dans l'Afrique initiale. Dominique Zahn. Il y a également le problème de la dot. C'est un énorme problème qui existe dans toutes les sociétés dites archaïques. Elle peut être expliquée, disons, à différents niveaux. Il y a un niveau qui est, disons, sociologique. C'est le fait que la dot sert dans ces sociétés non pas pour acheter la femme, mais pour permettre à un autre membre de la famille de se marier à son tour, c'est-à-dire offrir la même dot. Autrement dit, la dot circule à travers les différentes familles, comme les femmes circulent dans le sens inverse dans les mêmes familles. Mais il y a aussi l'autre dot qui se rapproche davantage de ce que nous entendons nous dans nos sociétés par dot. C'est ce qu'apporte la femme dans le ménage. Or, ceci, tout au moins pour une certaine société de l'Ouest africain, en particulier les Bambara, ceci représente toutes les richesses de la terre. Parce que l'union entre l'homme et la femme, ici, est considérée comme l'union du ciel et de la terre. Et ce qu'apporte la femme, ce sont toutes les richesses de la terre qui sont offertes aux humains. C'est pourquoi on expose tous ces cadeaux, comme on les appelle, qu'apporte la femme, on les expose sur un plateau spécialement préparé pour cela et destiné à cela après la nuit des noces. Et c'est pour voir en même temps la richesse de la famille, d'où vient la femme, la largesse de cette famille. Mais en plus de cela, c'est ce qu'apporte la terre aux humains, ce qu'elle leur donne, car la femme est la terre et l'homme le ciel. Considération sur le statut de la femme au sein du ménage dans l'Afrique initiale. Dominique Zahn. Souvent, on dit que la femme africaine est maltraitée ou a été maltraitée et qu'elle devait faire tous les travaux alors que l'homme se prélassait sur une espèce de fauteuil, une chaise ou simplement sur une natte. Et je ne crois pas que ça soit vrai. Je crois que il y a toute une conception de la femme. Elle est en même temps la nuit, elle est en même temps le silence, elle est en même temps la sorcellerie, mais pas dans le sens, n'est-ce pas, de ce qui est mauvais, mais dans le sens de ce qui a un très grand pouvoir. Parce que on pense qu'elle a un très grand pouvoir. Et je crois que ce pouvoir que les Africains prennent en considération, cette considération ne leur appartient pas uniquement à eux, car dans nos sociétés c'est pareil. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se plient aux exigences de la femme et à tout ce qu'elle désire et tout ce qu'elle souhaite? Par conséquent, ils ont un peu, si vous voulez, la même attitude, mais pour des raisons différentes.
Le pouvoir de la femme au sein du ménage dans l'Afrique initiale. Dominique Zan. Ce pouvoir de la femme en Afrique noire et dans beaucoup de sociétés africaines se traduit dans certaines expressions qui sont destinées à traduire le mot mariage. Mariage dans beaucoup de sociétés africaines se traduit par l'expression porter la femme sur sa tête. Exactement comme on porte la connaissance sur sa tête. Oui, parce que la connaissance en Afrique noire n'est pas quelque chose que nous apprenons comme ça. La connaissance est quelque chose qui nous vient, qui entre en nous, qui pénètre en nous, qui se pose sur notre tête et qui nous pénètre par la tête et de la tête aux pieds. Donc, porter la femme sur la tête, c'est-à-dire épouser une femme, la marier, comme on dit, ça se traduit par l'expression la porter sur la tête. Qu'est-ce qui arrive si on porte plusieurs femmes sur sa tête? Eh bien, on porte plusieurs pouvoirs sur sa tête. Porter sur la tête traduit la connaissance qu'elle a et la connaissance qu'elle est. Elle est la connaissance. Pourquoi on s'étonne souvent que dans beaucoup de sociétés africaines, il n'y a pas d'initiation féminine, alors qu'il y a une initiation masculine? Pourquoi? Parce que les hommes sont considérés comme des ignorants. Ils doivent apprendre. Alors que la femme sait tout, elle connaît tout. Elle est la connaissance même. Par conséquent, elle n'a pas besoin d'être initiée. La polygamie dans l'Afrique initiale. L'ordre des causes, l'ordre des raisons. Dominique Zan. Posséder plusieurs femmes, cela voulait dire que l'homme avait la possibilité d'avoir des multiples descendances relevant de plusieurs femmes. Mais comme les enfants lui appartenaient à lui et à son lignage, c'était ses enfants à lui et pas les enfants des femmes. Donc voilà un premier aspect de la polygamie. Et puis il y a ensuite un aspect économique. Parce qu'avoir plusieurs femmes, cela dénotait la richesse, la capacité pour un homme d'être riche. Quand on disait de quelqu'un qu'il avait 4-5 femmes, on disait tout de suite « Oh, quel homme riche !» Donc c'était la richesse pour lui, mais c'est une richesse de première position, parce que la deuxième position était celle où les femmes lui donnaient des enfants qui étaient capables de travailler pour lui, et ainsi de suite. Et puis les femmes elles-mêmes travaillaient pour le ménage. Et puis ensuite, donc ces raisons économiques, et puis ensuite probablement aussi des raisons religieuses. Et c'est là peut-être l'aspect le plus profond du problème de la polygamie. Avoir plusieurs femmes, cela voulait dire s'enrichir spirituellement, s'enrichir par le fait de la descendance qui enrichit, mais s'enrichir du fait que l'apport des femmes était pour lui une sorte de revenu spirituel. Elles venaient avec leur Dieu, avec leur divinité. Donc l'homme acquérait, à travers la multiplicité des femmes, une multiplicité de divinités, pour ainsi dire. Tout en essayant de comprendre ce qui fonde l'idéal de l'amour et du mariage dans l'Afrique initiale,
Dominique Zahan inscrit la recherche que nous venons de suivre dans une perspective précise. Rendre compte d'un pan de la pensée africaine. On lui doit d'avoir insisté sur les substrats culturels fondamentaux de l'intériorité de la civilisation africaine, afin qu'ils soient connus pour apprécier leurs chances de survie. Il aura ainsi contribué à la reconnaissance d'une anthropologie centrée sur la recherche de ce que les Africains avaient été et ce qu'ils sont. En somme, il est allé à la recherche d'un génotype culturel que les Africains se sont donné pour assurer leur épanouissement dans l'amour et le mariage.